Bonjour à tous, 2002-2022, 20 ans de politique des transports, 20 ans de TDIE, cette association créée pour essayer de nourrir la réflexion sur les politiques de transport hexagonales, mais dans une envergure européenne. Donc ces 20 ans, on va en parler pendant 20 minutes avec les deux piliers coprésidents de TDIE, Philippe Duron et Louis Nègre, et avec Michel Savy, le président du conseil scientifique de TDIE. Mais avant de leur donner la parole pour faire un exercice un peu de rétrospective, prospective d'une certaine façon, je vous propose de balayer un peu ces politiques de transport sous pression. Finalement, c'est une manière assez pratique d'envisager la façon dont les politiques de transport ont été menées en France depuis 20 ans. Je me suis essayé à récapituler un peu toutes les pressions qui se sont accumulées sur ces politiques de transport. D'abord, la pression budgétaire, évidemment, le difficile budget de l'État qui est en déficit depuis de très nombreuses années, qu'on a essayé de résoudre par un certain nombre d'actions comme la privatisation des autoroutes ou un certain nombre de ventes d'actifs. Il y a aussi la pression de la mondialisation. Tout est de plus en plus ouvert et donc complique ou rend plus difficile un certain nombre de politiques volontaristes. On va ajouter l'Europe. Alors, pression peut-être positive, en tout cas c'est une pression qui s'exerce aussi sur les gouvernants. La concurrence, les années 2000 ont été marquées par le développement de tous les contextes concurrentiels avec le droit y afférent et avec un certain nombre d'ouvertures de marché. Il y a évidemment des pressions plus conjoncturelles. Comment ne pas citer la crise économique de 2008-2009 ou aujourd'hui la crise sanitaire depuis 2 ans qui impacte très fortement un certain nombre de politiques publiques. On pourrait aussi continuer, on en parlera beaucoup je pense tout à l'heure avec vous trois, par la pression environnementale qui est devenue très forte depuis quelques années avec le changement de paradigme, si on peut dire, vers les objectifs de décarbonation. Mais on pourrait aussi multiplier d'autres types de pressions auxquelles on pense peut-être moins, la pression sociale, sociétale, l'acceptabilité des grands projets, un certain nombre de spécialisations de domaines qui rendent difficile des projets un peu transversaux puisque les acteurs, les compétences, les capacités sont bouleversées par ces compétences croisées. Et puis, ajoutons encore, si la liste n'était pas suffisamment longue, les pressions réglementaires et organisationnelles, les questions de décentralisation, de sécurité. Il y a encore quelques années, on était sous de fortes pressions de risque d'attentat. Bref, des politiques de transport sous pression depuis 20 ans et c'est assez évident. Et dans ce contexte-là, TDIE donc, est né pour essayer d'éclairer et d'envisager autrement un certain nombre de politiques publiques. Et c'est sur ces questions-là que je voudrais bien qu'on revienne aujourd'hui, messieurs. Et je vais commencer avec vous, Philippe, qui étiez au départ de cette belle aventure de TDIE. Le point de départ, c'est de nourrir un peu mieux la question financière et la question, j'allais dire, de la rentabilité, en tout cas d'un certain nombre d'équilibres à obtenir en matière d'infrastructures et de services. Au point de départ, il y avait un constat. Un constat qu'on avait baissé la garde en matière de financement des infrastructures. Certains même pensaient que la France avait suffisamment d'infrastructures et qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre un effort tel qu'il avait été fait dans les années 80-90. Et ce constat aussi, c'était que nous risquions un décrochage par rapport à un certain nombre d'autres pays européens qui, eux, montaient en puissance. Je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Espagne. Donc avec Jacques Oudin, qui était à l'époque sénateur, et qui était un grand spécialiste aussi des infrastructures, plutôt la route, lui, eh bien, nous avons pris la décision de créer cette association en accord avec un certain nombre de milieux professionnels, que ce soit des syndicats professionnels, que ce soit des grands gestionnaires d'infrastructures, RFF, c'était Jean-Pierre Duport à l'époque, Voies navigables de France, Ports de France et quelques autres, pour essayer d'objectiver
les besoins d'infrastructures en France et pour obtenir des moyens à la hauteur de ces besoins. En effet, les transports, les infrastructures surtout, étaient souvent la variable d'ajustement des budgets de l'État. Difficulté de boucler un budget, on reculait la réalisation d'une infrastructure, on stoppait un chantier, un stop and go qui était coûteux, qui était dommageable aussi pour les territoires et les populations. Donc à ce moment-là, il nous a semblé qu'il fallait d'abord hausser le financement des infrastructures, qu'il fallait trouver des recettes affectées au transport et aux infrastructures, et puis surtout qu'il fallait avoir une vision pluriannuelle. Le grand problème, c'était les deux grands principes budgétaires français à l'époque, qui étaient l'universalité du budget, tout est fongible dans le budget de l'État, et d'autre part, c'était également l'annualité budgétaire. Heureusement, depuis, on a progressé, et notamment par une loi de finances pluriannuelle. Alors, 2002, TDIE, 2003, on annonce la création du SIAT, et qui va se poursuivre par une programmation d'investissement. Il y aura la création de la FIT. Est-ce qu'on peut dire que TDIE a accompagné, d'une certaine façon, l'objectivation des moyens, des ressources en fonction d'objectifs complètement. Nos premiers combats, c'était ça. C'était l'obtention de recettes affectées et sanctuarisées dans une agence ou dans une structure qui contrôle que cet argent est bien distribué, ventilé, selon des principes qui étaient des principes favorables au développement. Et donc, dès que le gouvernement de l'époque a mis en place l'AFIT, l'Agence française des infrastructures de transport, de financement des infrastructures de transport, eh bien, Jacques Oudin et moi-même, nous sommes entrés au conseil d'administration parce qu'on avait beaucoup milité pour cette agence et nous avons pu de cette façon, j'allais dire, accompagner les politiques de l'État, mais aussi, bien sûr, faire un certain nombre de remarques pour qu'on puisse les améliorer. Louis Nègre, donc j'évoquais le SIAT en 2003, la création de la FIT. Il y a eu la loi d'orientation de mobilité qui porte un beau nom. Est-ce que c'est la consécration ou est-ce qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver à cette fameuse programmation des investissements ? Pour rebondir sur ce que dit Philippe, en fait, j'ai succédé au sénateur Oudin. Mais pourquoi ? Parce que justement, il y avait eu un gros travail qui avait été fait suite à la création de TDIE. Comme l'a dit Philippe, c'est devenu un lobby très puissant. Pourquoi ? Parce qu'il a énormément travaillé et notamment il a fait une cartographie qui reste encore aujourd'hui un modèle du genre en France. Et au Sénat, on se penche sur les travaux de TDIE et on demande au sénateur Nègre, qui m'occupait des transports au Sénat, de faire un schéma national des infrastructures de transport. Je fais ça, effectivement, et on aboutit à un catalogue à la Prévert, dans lequel il y avait 245 milliards d'infrastructures qui devaient être faites si nous voulions atteindre les objectifs définis par TDIE. Et alors, à partir de là, que pouvons-nous dire et quelles conclusions pouvons-nous tirer ? Vous l'avez dit, vous avez été tout à l'heure, monsieur Météo, il y a des pressions, et moi je dis il y a des pressions, des hautes pressions et des dépressions également. On constate que sur le fret, par exemple, le pays est dépressionnaire. Et cela depuis 1975, quasiment. Par contre, on constate que dans d'autres domaines, par exemple dans les transports urbains, qu'on le veuille ou non, des efforts considérables ont été faits tant par l'État que par toutes les collectivités publiques. Et donc, il y a un clair-obscur. Et là aussi, pour évoquer, on y reviendra sans doute, le mélange avec nos collègues européens, c'est très important de regarder ce que font les autres. Nous sommes dans un monde concurrentiel. Et donc, on s'aperçoit que sur un certain nombre de points, nous avons encore beaucoup de travail à faire, même si, durant ce mandat, des efforts ont été faits. Mais encore du travail à faire, et on va revenir dessus, mais on parle là de beaucoup de travail qui a été fait. Vous avez évoqué les cartographies, mais il y a beaucoup de rapports, d'études, et il y a un conseil scientifique à TDIE que vous dirigez, Michel Savy. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment vous travaillez et comment vous contribuez à ces objectifs stratégiques qui consistent à nourrir des politiques de transport sur le long terme ? Oui, alors d'abord,
L'existence d'un conseil, ça a été décidé dès la naissance de TDIE. Je n'y suis pour rien, j'étais invité à l'animer et j'en étais très heureux, mais je crois que c'est une décision originale. Et ce n'est pas simplement un conseil qui valide une fois par an, comme ça, avec des gens très brillants, mais qu'on ne revoit plus. On se voit souvent, on travaille et on se répartit le travail, et de petits groupes issus du conseil instruisent des dossiers qu'ensuite on met en forme et qu'on utilise. Et vous avez brièvement évoqué la cartographie. Je crois que ça a été le premier acte d'existence publique manifeste de TDIE pour préparer le Conseil interministériel d'aménagement du territoire de 2003 dont on parlait, et où là, on a fait une enquête auprès de toutes les régions. Alors, d'ailleurs, une petite discussion politico-scientifique à l'intérieur de TDIE. Messieurs les politiques appelaient ça les besoins des régions, et moi j'appelais ça les projets, parce que ils disent que c'est un besoin, mais ce n'est pas forcément un besoin. Mais toujours est-il qu'on a fait un inventaire, qu'on a fait valider et vérifier les sources par les différents organismes. On a ensuite fait des cartes qui n'existaient pas. On a fait des additions de milliards. On a fait des classifications d'intérêt local, national, régional, national, européen. Et on a ainsi structuré le débat en direct. Et d'ailleurs, pour se rendre compte que, au-delà du calcul économique, des subtilités techniques, que sais-je, les élus politiques n'étaient pas dans le délire. En général, les besoins exprimés, ou présentés comme des besoins, n'étaient pas ridicules. Et que si on avait une volonté sérieuse de financer, d'organiser dans le temps, le pays, avec sa richesse, avait les moyens de mettre en œuvre un schéma d'aménagement sérieux et cohérent. Schéma d'aménagement des territoires, puisque c'est le mot à la voilà, mode. Donc c'était un peu l'interaction entre un conseil scientifique qui est là un peu pour vérifier la méthode, la cohérence, la pertinence des chiffres, et puis une animation politique qui a fait son travail. Et justement, vous êtes, vous deux, coprésidents des élus de terrain. Vous avez été à de nombreux postes de responsabilité. Et est-ce que sur ces 20 ans, il n'y a pas deux grandes, parmi toutes les évolutions qu'on a évoquées, est-ce qu'il n'y a pas deux grandes tendances qui ont modifié votre travail, y compris à TDIE? C'est la confirmation du pouvoir des territoires, et puis la question de l'acceptabilité sociale, qui a aussi accompagné, alors on ne va pas théoriser sur la digitalisation qui fait que de plus en plus de gens peuvent émettre des idées et des pressions collectives, mais en tout cas, les territoires, l'acceptabilité sociale, ce sont deux éléments qui ont sacrément modifié le contexte pour les infrastructures et les services de transport. Il y a aussi, Gilles, une autre chose qui a été en jeu, et j'allais dire en dialogue dans cette aventure, c'est les deux approches que l'on a des problèmes de la mobilité. Une approche par l'offre d'infrastructures, et une autre approche pour la satisfaction des besoins des populations. On le voit dans les deux grandes lois d'aménagement du territoire, celle de Charles Pasqua en 1995, c'était l'approche par l'offre, et on le voit 5 ans plus tard dans la loi d'aménagement durable du territoire de Dominique Voynet, avec une approche par les services. Et là, c'est cette dialectique entre les deux qui a fait évoluer les choses. Et aujourd'hui, bien évidemment, il faut se proposer la question des territoires. On l'a vu notamment récemment avec l'affaire des Gilets jaunes. Il faut essayer de trouver les modes pertinents pour chacun des territoires. Et là encore, on a vu une évolution profonde des politiques publiques en la matière. On est passé des grandes politiques de liaison interurbaine avec un grand schéma autoroutier, puis ensuite une politique de liaison à grande vitesse ferroviaire. On est passé à une politique de satisfaction des besoins du quotidien. Et c'est notamment le discours du président de la République le 1er juillet 2017 qui en fait une priorité nationale. Donc là, on a vu les choses changer. Et puis, on a bien sûr des problèmes d'acceptabilité. Toutes les infrastructures qui sont programmées ne rencontrent pas forcément l'adhésion des populations. On l'a vu pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais on a vu aussi que sur le tunnel Lyon-Turin, il y a eu aussi des résistances. Ces phénomènes, il faut les prendre en compte. Et on les a pris en compte dès le début, dès la création de TDIE. Et j'ai le souvenir notamment que la commission du débat public nous avait demandé d'organiser
pour son compte une série de séminaires avec des différents acteurs de la mobilité pour faire en sorte qu'on soit en capacité de comprendre ces problèmes posés par le débat public et par les résistances qui peuvent exister, et d'autre part les solutions qu'on peut y apporter. Louis Nègre, dernier élément qui a complexifié, si on peut dire, le travail en amont, c'est l'objectif de décarbonation, avec un certain nombre d'options politiques différentes. Est-ce qu'il faut réduire les mobilités? Est-ce qu'il faut au contraire les développer tout en les verdissant? Ça devient pour TDIE un axe majeur des travaux en cours? Ça devient un axe majeur pour TDIE, mais ça devient un axe majeur pour tout le monde. Parce qu'il faut voir où on va et comment on y va. On se rend compte que pratiquement dans tous les domaines, les gaz à effet de serre ont diminué. Il y a eu un effort qui a été fait, une prise de conscience, sauf dans les transports. Donc nous sommes, j'allais dire, en première ligne, au front, pour lutter. Si nous voulons lutter contre le changement climatique en dehors des discours, il faut agir sur les transports. Alors, vous avez soulevé quelque chose tout à l'heure qui est tout à fait exact, c'est l'acceptabilité sociale. Pourquoi? Parce que les transports, tout le monde se déplace tous les jours, à pied, à cheval, en voiture ou en train, mais on se déplace. Et donc, dès que vous touchez à cet élément-là, c'est aussi sensible que le pouvoir d'achat. Et donc, on voit que le politique a beaucoup de difficultés à appréhender cette acceptabilité sociale. On a eu les bonnets rouges. Ça nous a coûté plus d'1 milliard d'argent public. Bon, on a eu les gilets jaunes. Et peut-être c'est pas terminé. Donc on voit bien que nous marchons sur des œufs. Et vous parliez de pression tout à l'heure. Vous êtes en plein dedans. Ça, c'est clair. Mais c'est aussi l'honneur du politique que de trouver des politiques qui permettent de faire accepter et de faire avancer les choses. On ne peut pas rester immobile. Ça, c'est clair. Bon, c'est la plus mauvaise des politiques. La deuxième chose, c'est que vous évoquiez tout à l'heure le problème du pouvoir des territoires. C'est vrai. En 20 ans, les régions, aujourd'hui, sont devenues adultes. En 20 ans, quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, un exemple concret, l'État va donner une subvention d'à peu près 900 millions pour les transports urbains. Les collectivités publiques, elles, mettent sur la table 10 milliards au même moment, c'est-à-dire plus de 10 fois plus. Voilà comment fonctionne le transport public en France. Michel, un mot sur la façon dont cette décarbonation modifie ou influence le travail du Conseil scientifique? En émissions directes, les transports sont encore plus importants qu'ailleurs en Europe et a fortiori encore plus importants qu'en moyenne dans le monde parce qu'on a peut-être moins d'industrie que d'autres et on a déjà décarboné 95 ou 18% de notre électricité. Alors qu'à l'Allemagne, vous produit encore la moitié de son électricité à partir de charbon. Donc du coup, les transports en France, c'est 30% des émissions. Et si on analyse selon le jargon en cycle de vie, c'est-à-dire si on compte aussi le carbone lié à la fabrication, puis un jour à la déconstruction des véhicules, des infrastructures, à la fourniture d'infrastructures, d'énergie, on doit arriver à 40%. Donc une politique de décarbonation de la France, c'est d'abord une politique des transports. Donc c'est considérable. Donc la décarbonation, un élément supplémentaire pour faire des transports, de la mobilité, un vrai sujet politique. Voilà. Vous rappeliez qu'il y a 20 ans, ça n'était pas vraiment le cas. C'était une variable d'ajustement et c'était un peu un angle mort des politiques publiques. Eh bien, ça tombe bien, dès 2012, TDIE et Mobilettre, alors j'ai créé Mobilettre en 2011, donc je suis un peu plus jeune que TDIE, mais ça fait déjà 11 ans. Nous avons organisé ensemble le premier débat présidentiel sur les transports. TDIE avait déjà organisé un certain nombre de questionnaires et d'opérations autour des grandes échéances électorales. Et là, de 2012, premier débat, 2017, le deuxième. Et puis là, dans quelques semaines, le 17 mars, Philippe Louis, nous organisons ensemble le grand débat transport des présidentielles. On va voir si, cette fois-ci, il y aura encore plus d'implication des candidats dans leur campagne à propos des transports. Philippe? On le souhaite et on fait tout pour cela. On a, autour de Michel, préparé une plateforme, un document assez copieux pour dire quels sont les grands sujets que doivent prendre en compte le futur président de la République. Et on a préparé un questionnaire pour tous
les candidats, de manière à ce qu'ils précisent leurs pensées et qu'ils puissent, comme cela, s'adresser à tous les acteurs du transport, mais aussi, bien évidemment, aux usagers du transport. Et puis enfin, comme vous le rappeliez, Gilles, eh bien, le 17 mars, au pavillon Gabriel, eh bien, nous invitons tous les candidats à l'élection à venir se présenter devant un public nombreux, répondre à un certain nombre d'interrogations et nous dire quelle place les transports et la décarbonation va occuper dans cette politique qu'ils veulent mettre en œuvre. Louis, quelques mots sur les grands enjeux du prochain mandat présidentiel sur les transports. On est sur des sujets en fait qui touchent la vie des Français, et c'est des principes politiques, l'équité sociale, les investissements, le public face au privé, etc. Non seulement cela, mais vous avez en plus la logistique urbaine qui nous pose de plus en plus de problèmes, et c'est un rapport avec la décarbonation. Vous avez le fret dont vous connaissez les objectifs. Aujourd'hui, on doit doubler en quelques années de 100%. Donc cela signifie... Le ferroviaire, oui. Le fret ferroviaire. On est à 9% et on se donne le 18-19%. Très bien, parfait, on n'atteindra jamais que la moyenne de l'Europe. Mais c'est un objectif que TDE souscrit totalement. Simplement, je précise à qui veut l'entendre que lorsqu'on demande aux spécialistes comment on fait pour passer de 9 à 18, ils nous disent il vous faut quelques années, oui, effectivement, une petite dizaine d'années, et il faut 10 milliards sur la table. Tout le reste est littérature. Donc, au bout de quelques années d'expérience qui est la mienne dans ce domaine, je dis aux grands politiques que nous allons solliciter avec Philippe et avec Michel au nom de TDE, je dis, je veux maintenant des engagements chiffrés. Tout le reste est littérature. De la littérature, on en entendra peut-être pendant cette campagne présidentielle, on en lira. Mais en tout cas, le 17 mars, on peut vous inviter à assister soit en présentiel, soit en distanciel, puisque maintenant c'est la norme d'avoir ce genre d'événement mixte. Donc à ce grand débat présidentiel, on parlera chiffres probablement, on parlera politique, on parlera grandes orientations. Et donc ce sera une manière supplémentaire de fêter les 20 ans de TDIE qu'on a voulu aujourd'hui célébrer avec vous trois. Merci à tous les trois, merci à vous et à très bientôt pour de nouveaux débats autour de TDIE et des politiques de transport.